Maintenant à l'étape 2 dans la scène 1 de l'acte 2, c'est la deuxième étape de ce texte, c'est le texte 13. Vous ferez attention à l'affichage, vous avez remarqué que il y a un trait ici, c'est parce que dans le découpage que je vous ai donné en classe, c'est le passage de la page 2 à la page 3, et ça constitue une seule partie. Cette partie est en gros consacrée au désir de Madame la Comtesse qui, brutalement, fait irruption dans son questionnement. Alors, on constate que, alors même que Suzanne vient de dire que le comte a tenté de l'acheter, la Comtesse pose une question qui pose problème. Je vais essayer de vous montrer. Je manipule mon outil. Voilà. C'est cette réplique initiale dans notre partie. Une question abrupte qui nous fait brutalement changer de sujet. Alors ça pose un problème, parce que le sujet est quand même assez grave. Une femme apprend par sa servante que son propre mari tente d'acheter la servante pour avoir des faveurs sexuelles avec elle. On pourrait imaginer une colère terrible. Pas du tout. Elle se met à questionner la servante en question sur son page. Alors qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Est-ce qu'elle est simplement étonnée de la sincérité de sa servante? Mais en même temps, elle le sait déjà, qu'il était présent. Elle revient sur cette question qui a été résolue, comme je vous le disais, dans la première partie, hors scène. Donc Suzanne a dû lui dire, hors scène, le petit page était présent. Et elle revient sur cette question. Alors, étonnement, est-ce que c'est la peur de sa réputation? Dans ce cas-là, ça révélerait son caractère d'intrigante. Troisième solution, ça pourrait être tout simplement qu'elle éprouve pour ce petit page un intérêt certain que bien entendu le reste de la scène va révéler. Donc toute cette scène en fait va être marquée par l'ambiguïté de la comtesse qui semble jouer sur plusieurs tableaux à la fois, celui de sa réputation, celui de la confiance qu'elle a avec sa servante, ses relations personnelles avec sa servante, mais aussi celui de son propre désir un peu éteint ou qui se réveille parce que c'est une femme négligée par son mari. L'expression petit page à ce titre est assez ambiguë. Alors le mot page désigne un jeune noble qu'on mettait au service d'un autre noble pour qu'il fasse son éducation. Donc elle l'appelle par son titre, mais évidemment le mot petit sous-entend éventuellement qu'il est plus jeune, mais c'est aussi un terme affectueux. Donc cet adjectif petit, vous pouvez vous appuyer dessus pour montrer que dès le départ, la comtesse est ambiguë dans son questionnement. Si on observe maintenant la réplique suivante, c'est-à-dire la réponse de Suzanne, on voit son souci de clarté et d'honnêteté, celui qu'on avait déjà remarqué dans la première partie, se manifester à travers la tournure, la locution, c'est-à-dire qui annonce une explication, et deux phrases déclaratives où elle va révéler exactement tout ce qu'elle sait, sans aucune arrière-pensée, y compris l'idée qu'il était caché. Alors, comme si elle-même n'y voyait pas de problème. Le terme caché sous-entend une intrigue amoureuse éventuelle, pas pour Suzanne. On pourrait l'opposer à l'expression qu'utilisait la comtesse, l'adjectif présent, qui n'a rien à voir avec caché. Donc Suzanne fait évoluer la situation en montrant qu'il y avait quelque chose qui enfin, il y avait une situation qui était pas claire et elle n'a aucune hésitation à le révéler. On peut remarquer également la confiance que Suzanne manifeste pour sa maîtresse quand elle utilise l'article défini « le grand fauteuil ». C'est tout bête, mais cet article défini laisse entendre que la maîtresse, la comtesse, connaît parfaitement la chambre de sa suivante, qu'elle y va parfois. Le grand fauteuil n'est pas inconnu ni de la comtesse, ni de Suzanne, c'est bien pourquoi elle utilise l'article défini. Là aussi, c'est une manière de dire que cette comtesse, elle sait forcément où était le page, elle ne masque rien. Elle révèle l'intrigue
qu'on avait observé dans l'acte 1, c'est-à-dire la demande de Chérubin qui était venue dans la chambre de Suzanne. Donc elle révèle absolument tout, là aussi, sans aucune arrière-pensée. Il n'y a pas grand-chose dans les procédés à remarquer ici, tellement on est dans l'ordre du déclaratif et qu'il n'y a aucune raison de faire des procédés, d'exprimer des émotions particulières. Donc une fois de plus, la stabilité de la servante se manifeste par la neutralité de ses réponses, qui sont parfaitement transparentes. Passons à la réplique suivante, celle de la comtesse. Bon, elle commence par une interjection, et, qui est difficile à interpréter. S'agit-il de colère? S'agit-il d'indignation? S'agit-il d'étonnement? Toujours est-il qu'il s'agit d'un sentiment qui est manifesté par la comtesse. Donc la comtesse est du côté des affects, des émotions, tandis que Suzanne, au contraire, pas du tout. On remarquera une question rhétorique qui est manifestée par la tournure interro-négative. Pourquoi ne pas s'adresser à moi-même? Donc la négation, évidemment, suppose qu'on n'aura pas de réponse. Enfin, c'est une vraie question rhétorique. Et cette question rhétorique attire notre attention sur le fait que la comtesse semble vouloir rencontrer le petit page directement, et non pas de passer par la servante, comme la servante vient de lui dire juste au-dessus. Alors on peut se demander pourquoi elle éprouve le besoin d'un seul coup de faire évoluer la situation vers une potentielle rencontre avec le petit page. L'expression qui suit est également très ambiguë. Est-ce que je l'aurais refusé, Suzon? Deuxième question rhétorique. Mais refuser quelqu'un, ou refuser quelque chose, le L', qui est le complément d'objet direct du verbe refuser, est très ambigu. Est-ce qu'elle aurait refusé cela, c'est-à-dire qu'il s'adresse directement à elle-même, ou est-ce qu'elle aurait refusé le page? Peut-être qu'on peut jouer ici sur le sens de l'expression refuser quelque chose ou refuser quelqu'un. Lorsqu'il s'agit d'un objet, ou d'une chose, ou d'une demande, il n'y a aucune ambiguïté. Mais refuser quelqu'un, ça veut dire qu'on les conduit, qu'on refuse ses avances. Donc on peut voir ici émerger le désir de la comtesse d'entrer sur le plan affectif avec le petit page, puisque quand on refuse quelqu'un, c'est qu'en général, il vous a fait une proposition. Et évidemment, le spectateur va percevoir cette ambiguïté de la comtesse, cette femme qui, sans le dire, est en train d'envisager une éventuelle amourette ou une relation très intime ou particulière avec le petit page. La réplique de Suzanne, autour de la ligne 25, introduit une sorte de théâtre dans le théâtre. Suzanne se met à mimer la scène qu'elle a eue avec Chérubin, en citant Chérubin. Donc ici vous voyez que c'est en italique dans le texte, mais pour le comédien il s'agira bien entendu de montrer qu'on passe d'un personnage à l'autre, et ça introduit une sorte de mise en abîme au sein de la scène. On remarquera que Suzanne utilise la tournure emphatique, c'est ce que j'ai dit, c'est ce qu'on appelle une tournure emphatique, c'est que ou c'est qui. Ce qu'elle a dit, c'est justement ce que la maîtresse vient de signaler au-dessus. Alors, on voit ici le décalage entre les paroles ambiguës de la comtesse et les paroles parfaitement univoques de Suzanne. Elles ne sont pas ambiguës, les paroles de Suzanne. Ce qu'elle a dit, c'est que la comtesse n'aurait pas refusé d'accepter une entrevue directe avec le petit page. Mais il n'est pas question du deuxième sens dont je vous ai parlé tout à l'heure. Malgré tout, donc il y a les deux points ici qui signalent une explication. L'explication en question, c'est Suzanne qui manifeste en quelque sorte sa pitié devant le petit page, qui rend compte du fait que le petit page était absolument bouleversé. C'est d'ailleurs deux phrases nominales, ses regrets de partir
et surtout de quitter madame, ce n'en est qu'une, excusez-moi, mais il n'y a pas de verbe là-dedans. Voici enfin une exclamation de la part de Suzanne, qui manifeste ici de la compassion pour les autres, mais on voit bien que dans cette tournure, il n'y a aucune arrière-pensée de sa part. C'est-à-dire qu'elle est d'une sincérité beaucoup plus grande que sa maîtresse, dans laquelle on a réussi à déceler une attraction qu'elle cherche à dire et à cacher en même temps. Elle n'a rien à cacher, elle est simplement en train de s'émouvoir de l'attitude qu'avait le petit page. Donc encore une fois, comme dans la scène précédente, pas la scène précédente, mais la partie précédente, on retrouve ce décalage entre le caractère sincère et univoque de la suivante, qui s'oppose à une certaine duplicité, même si elle est de bonne foi, mais de la duplicité malgré tout, de la comtesse. On constate que Suzanne cite le petit page de deux manières, il y a deux exclamatives, qu'elle est noble et belle, qu'elle est imposante. Donc évidemment, dans la première exclamation, Chérubin manifestait son désir et son amour de la comtesse. Dans la deuxième, il manifestait sa crainte. Alors ce qui est intéressant à observer, c'est que la comtesse ne répond absolument pas à la question de la beauté et de l'attirance, elle ne répond que sur la question de la crainte qu'elle peut éventuellement susciter. Donc elle s'inquiète ici, finalement, de susciter la crainte du petit page. Alors c'est intéressant de voir qu'ici, elle tient une sorte de double discours, finalement, en ayant l'air de s'étonner de son caractère imposant. Ça lui permet de ne pas parler, surtout, de ce qui a l'air de la préoccuper le plus, c'est-à-dire son attirance. Vous remarquerez la tournure emphatique, moi qui l'ai toujours protégé, qui attire l'attention sur les sentiments de la comtesse, une fois de plus. Elle est ici dans le domaine de l'affectif et de l'inquiétude. Si on regarde bien cette remarque, moi qui l'ai toujours protégé, on remarque également qu'il y a une forme de regret ou de sentiment d'ingratitude, comme si le petit page n'avait pas suffisamment vu qu'elle lui permettait d'être protégée, qu'elle avait des faveurs pour lui, et que s'il s'en est pas rendu compte, peut-être qu'elle le trouve un petit peu ingrat. Évidemment, cette ingratitude peut être aussi tout simplement que la comtesse regrette de n'avoir pas pu dire au petit page qu'elle était un petit peu amoureuse de lui. Du moins, c'est ce que le spectateur va avoir envie de croire, parce que évidemment, on est toujours sur ce double sens. Alors, les choses se concrétisent dans la réponse de Suzanne, qui évoque le ruban de nuit de la comtesse. Alors, il y a une très grande charge érotique sur un ruban de nuit, puisqu'on suppose d'abord que la personne qui le tient passe la nuit avec. Donc, il y a l'évocation du lit et d'un moment d'intimité. C'est un ruban, donc le ruban il est contre le corps de la personne, on est dans un domaine un petit peu fétichiste, et ce ruban de nuit est associé à une hyperbole, il s'est jeté dessus, cette hyperbole de Suzanne, évidemment, trahit involontairement le petit page, elle montre tout l'amour que le petit page éprouve pour sa maîtresse, et le spectateur rit du décalage entre la naïveté de cette Suzanne qui révèle l'amour du petit page et puis l'intrigue de la comtesse qui justement ne veut pas dire qu'elle l'aime et qui nous fait comprendre à nous. Donc il y a un vrai décalage qui est de propre de l'ironie dramatique. Suzanne en sait moins que nous qui avons deviné cette attirance de la comtesse, alors que elle, pas du tout, elle continue à livrer les choses telles qu'elle les a ressenties, avec beaucoup de naïveté, et c'est ce qui, bien entendu, suscite l'attention du spectateur, qui voit dans le personnage de la comtesse un personnage beaucoup moins clair qu'il peut en avoir l'air au départ. Comme on l'avait vu également en classe, il y a tout un jeu dans la scène sur le non-verbal. Vous aviez vu avec moi que la comtesse
bougeait beaucoup. Alors dans la mise en scène que je vous ai montrée, elle est à ce moment-là assise dans un fauteuil, et elle a pris l'air très rêveur. C'est signalé dans le texte par une didascalie ici que le metteur en scène peut interpréter comme il veut. Parfois certains font rêver la comtesse un petit peu en avance. Il y a cette exclamation, quelle enfance, exclamation ironique. Encore une fois, elle est ambiguë. De qui est-il question? Est-il question de l'enfance du petit page dont on dénonce le comportement un petit peu gamin parce qu'il a volé un ruban, ou est-ce qu'on dénonce l'enfance de la comtesse qui se met à rêver, à des désirs qui sont plus de son âge? C'est peut-être là aussi quelque chose que le spectateur interprète très rapidement. La question qui précède, mon ruban, montre aussi le fait que la comtesse a bien pris conscience du caractère un petit peu érotique de la relation du petit page avec elle. Donc c'est comme une révélation pour elle, et évidemment ce moment de sourire a une ambiguïté qui n'est pas seulement affective, mais on peut y voir bien sûr une allusion un petit peu sexuelle, chose qui faisait bien rire au XVIIIe, parce que évidemment c'était un siècle assez libertin. La réplique de Suzanne. J'ai voulu le lui ôter. Madame, c'était un lion, ses yeux brillaient. Ici, on poursuit les hyperboles. Ici, c'est une métaphore, mais hyperbolique. Elle cite elle-même, tu ne l'auras qu'avec ma vie. Cette restriction du petit page là, qui laisse entendre une passion démesurée. On voit encore la même affection qu'on avait relevé tout à l'heure, je l'avais fait en jaune ici. Je fais le lien, ici, voilà. Cette Suzanne continue à avoir une affection tendre, sa petite voix douce et grêle. Là, vous remarquerez qu'il y a un champ lexical ici, petit, doux, grêle, celui de la fragilité. Cette fragilité est soulignée par Suzanne. Donc, ce qu'elle voit dans Chérubin, c'est l'enfant fragile. Donc, encore une fois, ce décalage s'installe entre ce que Suzanne, elle, vit de la situation et ce que nous comprenons de l'émotion de la comtesse. Et c'est aussi un moment de drôlerie pure, puisque, comme vous l'avez remarqué, il y a du théâtre dans le théâtre, donc on retrouve le rôle du valet de farce, qui nous fait rire par ses gestes, ses imitations, son caractère authentique et spontané, et ici Suzanne est complètement dans ce rôle de suivante. Dans la réplique de la comtesse, au cas où on n'aurait pas compris, une nouvelle didascalie rêvant. Alors c'est intéressant parce qu'en général on ne met pas de didascalie qui signale un sentiment. Il faut montrer un geste. Au théâtre on ne peut pas savoir ce que les gens pensent, on doit le voir ou l'entendre. Or, rêver, là, ça va être au comédien d'interpréter cette didascalie et au metteur en scène, ce qui montre bien ici la volonté de Beaumarchais de souligner l'ambiguïté de la comtesse, de son désir émergent. Et puis la question qu'elle pose, eh bien, Suzon, point d'interrogation, après cette longue rêverie, est un petit peu dénuée de sens, c'est-à-dire, elle en demande plus. Alors que Suzanne était en train de jouer la scène de manière, j'imagine, très comique, elle demande encore des explications. On a presque l'impression que cette explication attend une réponse de la part de Suzanne qui pourrait justifier la comtesse, qui lui dirait « Mais oui, bien sûr, il t'aime ». Cette rêverie-là est très importante parce qu'on sent que la comtesse, ici, est en train de rêver à une nouvelle aventure avec ce page. La partie, enfin cette partie de la scène s'achève sur la réplique de Suzanne, qui s'indigne à travers cette question. Est-ce qu'on peut faire finir ce petit démon-là? Est-ce qu'on peut l'obliger à s'arrêter de faire ses bêtises? Donc, elle utilise bien entendu le terme de démon, qui est très fort, mais qui est tempéré par l'adjectif petit. Donc on a ce mélange d'affection et de colère qu'on peut avoir contre un enfant. Voilà qui traduit chez Suzanne un sentiment parfaitement innocent d'affection pour un enfant. Voilà. Elle reste tout à fait sur son
quant à soi, elle reste parfaitement respectueuse, et là encore d'une sincérité complètement déroutante, puisqu'elle va révéler ce qu'elle sait du petit page, son amour démesuré de toutes les femmes, ma marraine, par-ci, par l'autre. Vous avez ces jeux sur les parallélismes. Et puis un deuxième parallélisme qui est très drôle parce qu'il renverse la situation. Parce qu'il oserait seulement baiser la robe de madame, il voudrait m'embrasser, moi. Donc la servante est en train de révéler à la comtesse qui rêve que le petit page a tenté de l'embrasser, qu'il a embrassé tout le monde ou presque, que c'est un personnage démoniaque parce qu'il est en proie à des désirs démesurés. Elle n'a pas mesuré elle-même que sa maîtresse était justement en proie à ce petit démon un peu diabolique, ce petit démon du désir, ce petit côté un peu interdit. Voilà. Il est question également de baiser, c'est-à-dire embrasser. Je cherche une couleur que je n'ai pas utilisée. Baiser la robe de madame, m'embrasser moi. Alors baiser la robe de madame, on peut le voir, je pense, comme une provocation de la part de Beaumarchais, parce qu'on a l'image d'un petit page en train de se mettre à genoux devant une comtesse, ça fait un petit peu scène un peu libertine, et évidemment, on imagine tous les mois que ça peut provoquer chez la comtesse, puisque nous on sait qu'elle éprouve de l'attirance pour lui, alors que pour la servante, elle veut simplement souligner sa timidité, à travers justement la négation partielle. Il n'oserait seulement, ou c'est une négation, il n'ose pas baiser, c'est une négation tout court. Il y a une forme d'insistance quand même dans cette négation. Le tout avec la distance que lui permet le respect qu'elle doit à sa maîtresse. Voilà, donc on voit comment dans la scène, le décalage entre Suzanne, qui du début à la fin est transparente, et la comtesse qui, elle, ne l'est pas du tout. Voilà ce qui fait l'intérêt de ce passage ici. Et ce qui se révèle en particulier, donc cette fois-ci, c'est plus le caractère un petit peu intrigant de la comtesse, mais c'est son désir qui renaît, puisqu'elle est abandonnée par son mari. Pour conclure, on fait un petit pas en arrière, on se dit finalement Beaumarchais de quoi il parle dans ce passage. Il parle de la frustration sexuelle que peut éprouver une femme délaissée. On ironise un petit peu sur son côté rêveur, tout est fait en suggestion, rien n'est dit de façon explicite, mais c'est le spectateur qui évidemment peut mettre ce qu'il veut là-dedans. Donc le public du 18e n'est pas un public particulièrement innocent, donc évidemment je pense que la scène devait faire rire et qu'elle a pu être jouée parfois comme un moment d'amusement par rapport à cette noblesse un peu frustrée. Donc on a une manière de dénoncer les hypocrisies du mariage chez la noblesse. Il y avait beaucoup de mariages arrangés, et évidemment ça se sent ici, puisque la comtesse manifeste toute la tristesse d'une femme qui est dans un mariage de pure raison, alors que son cœur est ailleurs. Quant à Suzanne, du début à la fin de la scène, elle est restée la même, et c'est la stabilité absolue de cette servante qui souligne les failles et les atermoiements, les ambiguïtés de la comtesse. Alors, ça n'apparaît pas à l'écran, mais c'est sur la page 4 du document que je vous ai donné en classe. La réplique suivante, c'est la comtesse, rêvant, à nouveau. Laissons ces folies. Alors, de quoi s'agit-il? S'agit-il de laisser les folies du petit page de Chérubin? Ou s'agit-il, pour elle-même, d'abandonner ses propres folies? On voit bien à quel point l'auteur a voulu souligner ce moment de rêverie comme un moment de désir chez la comtesse.